Le créateur du copier-coller est un homme du nom de Larry Tesler. Il est malheureusement décédé l'année passée, le 20 février 2020. Que son âme repose en paix. Mais à chaque fois que vous utilisez copier-coller, vous savez, à la veille d'un projet qu'il faut remettre et tout ça, chaque fois que vous utilisez copier-coller, vous devez ça à Larry Tesler. Et de son vivant, il disait que si pour chaque personne qui a utilisé le copier-coller, on lui avait payé 0,01 centime, alors il serait beaucoup plus riche que Bill Gates. Bien entendu, il disait c'est une époque où Bill Gates était l'homme le plus riche du monde. Et c'est à peu près ça la clé du message qu'il a envie de partager aujourd'hui. C'est pour dire en fait qu'il y a certains éléments que s'ils étaient monétisés, alors ils auraient rendu leur auteur extrêmement célèbre. Et on va prendre un cas d'école aujourd'hui avec le théorème de Pythagore. Bien entendu, le théorème de Pythagore, c'est pas Pythagore qui l'a inventé, mais on va utiliser ça. C'est pas lui. Mais si l'auteur avait donné, si l'auteur, la première personne qui a proposé le théorème de Pythagore avait écrit son nom, alors ce serait lui qui, s'il avait monétisé à l'ordre de 0,001 centime. Là, vous allez voir qu'aujourd'hui, il serait beaucoup plus riche que Elon Musk. Et même que Kankan Moussa, c'est-à-dire l'homme le plus riche qui ait jamais existé sur Terre. Donc, tout de suite, on va le voir et on va le voir à travers les trois étapes du circuit productif. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le circuit productif de manière générale. Et ensuite, on va entrer là-dedans pour voir comment, essentiellement, Pythagore aurait été, ou bien l'auteur, mais on va considérer que c'est Pythagore pour travailler. Si c'est lui qui avait donné son nom, son nom au brevet, de toute façon, c'est lui qui allait prendre le pactole. Et on va le voir donc tout de suite. Donc, bonjour et bienvenue ici sur ma chaîne. Je suis content que vous soyez là. Donc, il paraît qu'il faut dire abonnez-vous parce que voilà, c'est tout oublié, etc. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner cette fois-ci. Apparemment, c'est ce qu'il faut dire pour avoir beaucoup de vues. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Le théorème de Pythagore. Donc, on va voir ça à travers les trois étapes du circuit productif, du système productif. Il faut savoir que dans toute économie est basée sur le principe fondamental de création de richesse. Donc, tant qu'il n'y a pas de richesse créée, en réalité, il n'y a pas d'économie. Et toute richesse créée est basée fondamentalement sur les trois étapes du circuit productif. Premièrement, on a le primaire. Deuxièmement, on a le secondaire. Ensuite, on a le tertiaire. Je vais entrer un peu dans les détails pour que vous voyez. Donc, au niveau du primaire c'est tout ce qui a très directement à l'extraction de la matière première. C'est-à-dire que lorsqu'on a envie de fabriquer n'importe quel produit, par exemple cette caméra avec laquelle je me filme, prenons ce cas, elle est constituée de plusieurs composants différents. Et maintenant, pour chacun de ces composants différents, elle est pris directement chez la mer, la terre, n'est-ce pas? Donc, soit on cultive dans les mines, soit on cultive dans l'agriculture, si c'est un produit alimentaire, etc. Donc, il y a cette première partie-là. Puis, il y a la deuxième phase, la seconde étape du cycle productif qui est la transformation, on peut dire l'étape industrielle. Et là-dedans, il y a une transformation, c'est-à-dire qu'on prend la matière première, l'étape brute, puis on la transforme pour obtenir justement un produit manufacturé ou bien un produit toujours, on va dire, primaire évolué. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Et puis il y a la troisième étape maintenant qui est l'étape de distribution, c'est-à-dire qu'on va prendre le produit et on va distribuer le produit à la population. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de fabriquer cette caméra, il faut que ceux qui ont besoin de cette caméra puissent accéder à cet outil-là. Donc ça, c'est les trois étapes, c'est de manière sommaire. Et tout processus de partage, de création de richesse passe fondamentalement par ces trois étapes-là. Bon, c'est vrai on peut sauter un peu quelques étapes, c'est-à-dire qu'on peut passer directement du primaire au tertiaire aussi. Mais fondamentalement, dans le processus, dans toute économie, il y a ces trois étapes-là. Maintenant, théorème de Pythagore là-dedans. Donc, si on prend d'abord, avant d'entrer dans le théorème de Pythagore, si on prend d'abord le cas d'Elon Musk, c'est ça que vous avez vu dans le titre, on prend le cas d'Elon Musk ou bien de Jeff Bezos ou bien ce que vous voulez. Fondamentalement, pour amasser de la richesse, il n'y a que deux méthodes. Soit vous proposez un produit ou un service relativement de bas prix à plusieurs personnes, donc un très grand nombre de personnes. C'est ce que fait Jeff Bezos par exemple avec Amazon, c'est-à-dire que vous payez, je crois que c'est 3,99 3,99 € pour la livraison, mais plusieurs personnes font ça pendant longtemps. C'est-à-dire que voilà, au final, quand on fait le cumul de tout ça, évidemment, les investissements et tout ça, mais sans compter ça même, en regardant juste les revenus bruts de Amazon en termes de commission, ça lui permet de gagner déjà un bon pactole. Soit vous pouvez plutôt proposer un petit service, mais à un très grand, même un petit service, mais qui coûte très cher, un petit nombre de personnes.
mais qui coûtent très cher. C'est par exemple ce que font les marques comme Ferrari ou bien Tesla, justement. Et c'est ça le point. C'est-à-dire que vous avez ces deux étapes-là. Maintenant, il y a donc certains, on va dire certains petits malins, comme justement Pythagore, qu'on va le voir tout de suite, qui en fait peuvent se faufiler dans chacune des étapes de la maille, quoi. C'est-à-dire que essentiellement, il est partout. Donc, si on utilise un langage topologiste, on va dire qu'il est dense. Il est dense, ça veut dire qu'il est un peu partout. Partout, vous regardez, il y a Pythagore qui intervient. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, si on entre justement dans le système productif, on regarde justement, partons au primaire. Bon, ce qui n'est pas dit, c'est que si on prend le secteur primaire, lorsqu'on a envie d'étudier maintenant la matière première, il y a deux façons fondamentales de le faire. Soit on peut le faire de manière artisanale, c'est-à-dire que c'est une personne qui, ou bien un petit groupe de personnes qui travaillent avec des outils assez rudimentaires, ça c'est possible aussi. Soit on peut faire, on peut étudier le premier maillon du système productif justement en le faisant de manière industrielle, on va dire. Par exemple, si vous cultivez sur une très grande surface, on va dire ça comme ça, vous cultivez sur une très grande surface, là vous utilisez les machines, etc. Donc prenons ce deuxième cas. Vous voyez que si vous voulez, je ne sais pas, faire de l'agriculture par exemple, ou bien faire des mines, etc., alors vous avez besoin de machines. Maintenant, si vous ouvrez n'importe quel livre de mécanique plastique, vous allez voir des schémas partout, avec des triangles, etc. Et c'est donc ça le point dans cette partie-là. À chaque fois qu'on va construire donc, une machine qui va nous permettre de faire ce travail-là, fondamentalement, on utilise le théorème de Pythagore à chaque étape. Donc s'il fallait payer juste 0,01 centime pour chaque journée de travail, juste 0,01 centime pour chaque journée de travail, on utilise ces machines-là, vous imaginez, rien que dans ce secteur-là. Et là, on ne compte même pas les. J'imagine que ceux qui vont partir dans les champs ou dans les mines, probablement, ils auront besoin de se déplacer avec une voiture qui vient. Voilà. Vous imaginez un peu s'il faut combiner tout ça. Ça, c'est seulement dans le système primaire. Maintenant, si on parle d'un système secondaire, là, c'est évident. C'est-à-dire que regardez toute la technologie qu'il y a dedans. Parce que justement, si on prend un objet comme une caméra, c'est vrai qu'il y a déjà la partie technique, la partie mécanique, justement, qui va faire intervenir les courbes et tout ça. Puis maintenant, il y a aussi la partie informatique, la partie programmation, qui fait aussi beaucoup intervenir beaucoup de ces notions-là. Mais je vais entrer plus en détail justement dans la troisième partie qui est à l'étape de la distribution. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que à chaque fois que vous utilisez Amazon ou bien Facebook ou bien etc., il y a beaucoup, regardez même sur YouTube par exemple, il y a beaucoup d'algorithmes de recommandation qui, comme vous le savez, proviennent de l'intelligence artificielle qui permet fondamentalement d'avoir de bons référencements, d'avoir les bonnes coordonnées, les bonnes caractéristiques de la personne pour pouvoir nous proposer les bons produits. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est premièrement, déjà, j'ai envie de parler de l'ancêtre le plus fidèle, c'est-à-dire le vrai père spirituel, on va dire comme ça, de l'intelligence artificielle, ce serait l'analyse de données. L'analyse de données, bon, en fait, bon, j'explique d'abord ce que c'est l'analyse de données. L'analyse de données en général, c'est en fait l'analyse des données, c'est-à-dire qu'on va prendre des données de manière brute, on va dire comme ça, et puis on va commencer à les analyser parce qu'il faut garder en tête que si vous avez deux, trois personnes dans votre base de données, vous avez deux, trois caractéristiques. Allez, c'est un homme, il achète souvent ceci entre telle heure et telle heure, on prend certaines données comme ça. Bon, là, vous pouvez encore essayer de regarder, même à une petite échelle, c'est-à-dire que vous avez des petits produits là, vous pouvez le faire encore, là, ça va. Maintenant, si vous partez déjà à une plus grosse échelle, comme sur Internet, non seulement vous avez des tas, des millions et des milliards de personnes qui se connectent, non seulement vous avez ça, mais en plus aussi, les données sont beaucoup plus complexes parce que parfois, on a besoin de mélanger des données qui sont qualitatives, c'est-à-dire on veut le sexe, etc. Des données quantitatives, c'est-à-dire le temps que vous mettez sur une page, ce genre de choses. Donc, on mélange toutes ces données-là. Vous imaginez qu'un être humain normal ne peut pas observer toutes les données-là. Donc, ce que l'analyse des données fait fondamentalement, c'est qu'il nous donne une sorte de photo. Imaginez-vous, par exemple, qu'on vous dit que vous devez filmer une personne, mais vous n'avez droit qu'à une seule photo de la personne. Évidemment, vous allez manquer certaines parties, mais si vous le filmez sur le dos, ça donne beaucoup moins d'informations sur la personne que si vous le filmez de face ou bien de profil. Donc, imaginez-vous que l'analyse des données, c'est un peu comme l'idée de filmer les données, mais dans un angle où on va voir beaucoup plus des choses. Maintenant, il faut savoir que la méthode, la démarche derrière, ça c'est une démarche purement géométrique en fait. Une démarche totalement géométrique. Et cette démarche totalement géométrique-là, elle fait intervenir le théorème de Pythagore à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait une sorte de recommandation, parce que même aujourd'hui, en fait, il y a une phase d'analyse de données qui prépare en fait les données avant de mettre dans la machine d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ce n'est pas très filtré, quoi. C'est-à-dire qu'on prend des données aussi comme ça et puis on recrache quelque chose. Mais il faut faire une analyse au préalable pour s'assurer de la qualité des données. Voilà, on utilise le théorème de Pythagore à chaque fois que vous avez un algorithme de recommandation. Donc, quand vous allez avoir cette vidéo-ci qui est recommandée, forcément, il y a le théorème de Pythagore qui est passé derrière. Donc, ça c'est pour la troisième étape. Vous voyez qu'en fait,
même au niveau de la deuxième étape, puisqu'on regarde aussi beaucoup de choses, parce que justement les algorithmes d'optimisation aussi, même dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que si vous regardez par exemple, je sais pas, la descente du gradient, c'est une méthode d'optimisation aussi. Bon, c'est vrai que j'exagérais quand même en disant que c'est totalement basé sur le théorème de Pythagore, mais les idées quand même pour essayer de regarder ça, c'est quand même toujours, pour utiliser quelques thèmes techniques, une sorte d'optimisation quadratique qui nous fait penser en fait au théorème de Pythagore fondamentalement. Et je suis sûr qu'on peut même adapter des approches qui ne demandent que le théorème de Pythagore fondamentalement. Et ça, c'est juste pour une seule étape, quoi. Imaginez si on doit repliquer ce même processus-là pour tous les différents éléments et qu'on doit payer juste 0,01 $ ou 1 € ou bien la monnaie que vous voulez et donner à Pythagore. Donc aujourd'hui, il serait tellement immensément riche. Donc, quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, en fait, c'est fondamentalement, bon, il y a deux morales pour moi. La première morale, c'est donc, premièrement, le fait de protéger justement les découvertes par ce qu'on appelle des brevets. Les brevets, ça veut dire qu'en fait, tu protèges. Ou bien, si quelqu'un veut utiliser ce que tu as inventé, en fait, ta production intellectuelle, il doit te payer pour ça. Ça peut permettre de devenir riche si certains ont pour intention de devenir riches. Mais justement, il se trouve que dans le domaine scientifique, la plupart des scientifiques n'ont pas nécessairement pour intention, parfois c'est juste en fait qu'ils aiment, ils aiment les recherches et tout ça, et puis ça conduit donc sur des résultats dans ce sens. Beaucoup d'inventions de type même nucléaire, de type bombe, etc. C'était juste en fait un passionné, j'ai pas envie de citer de nom, mais parfois vous avez un passionné qui est en train de travailler sur un domaine, et puis hop, on voit qu'il peut y avoir certaines applications pour fabriquer des armes, des choses comme ça, et puis voilà. Et puis ça donne donc justement des résultats dans cette voie-là. Et donc justement, pour venir sur le sujet des mathématiques, en fait, les maths de manière particulière, donc leur idée fondamentale, c'est elles apparaissent au moment où on a besoin d'elles. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous voulez résoudre. Par exemple, si on revient, parce que je suis passé un peu rapidement sur le fait qu'on quitte de l'artisanat classique pour l'étude du secteur primaire, mais d'un point de vue industriel. Mais en fait, fondamentalement, c'est qu'il y a des problèmes au niveau humain. C'est-à-dire que quand quelqu'un utilise sa roue, ou bien sa machette, ou bien des outils rudimentaires, on se rend compte que non seulement c'est fatigant, mais en plus, c'est pas nécessairement tellement gratifiant. Donc, on cherche à développer des méthodes pour pouvoir arranger ça. Mais en réalité, une fois qu'on a adapté ces méthodes, une fois qu'on a utilisé toute la technologie derrière, on a utilisé la puissance des maths pour développer la technologie derrière qui va permettre de faire en sorte que les engins roulent, il faut maintenant humaniser, j'ai envie de dire ça comme ça, humaniser le langage avec lequel on va créer ces machines-là de sorte à ce que presque n'importe qui, sans avoir de background mathématique, soit capable fondamentalement d'utiliser ces machines-là. Et pour moi, une des raisons pour ça, peut-être si vous voulez qu'on en parle d'une autre vidéo, parce que ça peut être intéressant, ce serait peut-être de dire qu'en fait, les mathématiques, c'est pas le langage naturel des hommes. Et c'est ce que je pense vraiment, quoi. Que aujourd'hui, les mathématiques, c'est pas le langage naturel des hommes. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord, parce que là, c'est juste une analyse totalement personnelle. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette analyse-ci. Comment est-ce que vous trouvez ça? Et puis, n'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde par rapport aux mathématiques en général. Et sinon, je vous dis, comme d'habitude, la paix sur vous, les amis.